Bonsoir à tous et à toutes. Alors, nouvelle petite vidéo ce soir pour un thème qui me tient à cœur, qui m'intéresse surtout et qui me semble être assez intéressant et sujet parfois à controverse. Alors là, du coup, contrairement à certaines vidéos sur l'entraînement où je donne sans donner des certitudes, je donne des vérités générales qui sont admises et peu, peu discutées ou du moins voilà, qui sont admises par le plus grand nombre du côté scientifique et du côté des entraîneurs. Là, cette fois, ça sera plus une vision personnelle sur des ressentis, sur un côté psychologique du trailer. Alors, je vais vous préciser donc le thème, ça sera donc l'esprit trail, donc esprit trail qui est toujours sujet voilà, à controverse et à discussion, et donc là, tout ce qui est philosophie du trailer, tout ce qui est psychologie et philosophie du coureur en général et surtout du trailer. Alors comme le savent certains, voilà, ce sont des sujets qui m'intéressent, hein, que ce soit la psychologie un petit peu moins, mais surtout la philosophie dans son ensemble, donc j'ai pu écrire par le passé des choses là-dessus. Et appliquer cela à ce monde du trail, donc c'est d'autant plus intéressant, puisque donc c'est mêlé le côté professionnel et le côté, je ne vais pas dire affectif, mais on va dire plaisant, plaisir. Alors, euh, pour débuter, déjà je vous dirais que on va faire un petit peu de pub parce que c'est gratuit. Ceux qui veulent approfondir la vidéo de ce soir, vous pourrez retrouver donc mon livre sur justement sur le trail, sur l'esprit trail, sur un petit peu tous les tenants et les aboutissants de notre beau milieu. Du temps où il y avait encore des compétitions, bien sûr. Bien que ça va au-delà de ça. Alors pourquoi ça va au-delà de ça? Parce que certains coureurs, coureuses, organisateurs, tout ce qu'on veut, en brandissant le nom Esprit Trail, le nom sacré, le totem presque, s'opposent à un développement pas professionnel, mais un développement plus structuré de la discipline. C'est-à-dire qu'il s'oppose à l'arrivée d'argent dans ce milieu, c'est-à-dire qu'il s'oppose donc à la professionnalisation, mais aussi logistique des athlètes, et à des organisations plus carrées aussi sur les compétitions. Tout ça comment dire, voilà, donc avec comme seul argument que ça dénaturerait, que ça détruirait donc cet esprit originel de la discipline. Alors, je veux bien. Là encore une fois, voilà, je n'affirme rien. C'est une vision personnelle que je partage avec vous parce que je fais partie de ce milieu, parce que voilà, j'y travaille et j'y évolue depuis pas mal d'années maintenant. Et justement, en tant que gestionnaire de team et d'athlète de haut niveau qui vise pour certains une professionnalisation, ou pour certains jeunes donc, qui visent d'arriver dans l'élite ou des choses comme ça, tout simplement on se rend compte euh, d'autres obligations, d'autres tenants et aboutissants, je me répète, que celui du coureur qui fait ça par plaisir, parce que comment on peut vouloir de la performance le dimanche sur sa course, encore une fois, quand il y en avait, à bon entendeur, salut, hein, si jamais des gens du monde politique voyaient ma vidéo, on peut rêver. Donc, quand il y a des courses le dimanche, comment on peut demander à un athlète ou une athlète de s'entraîner 15 heures, 20 heures, 25 heures par semaine pour être performant le dimanche, pour gagner, pour faire du spectacle pour les gens présents, tout en travaillant à côté, puisque du coup on ne doit pas gagner de sous, on ne doit pas avoir de primes, on doit gagner un saucisson. Ah, j'ai rien contre les courses où on gagne un saucisson, au contraire, je suis bien content des fois quand je peux en faire et que je ramène un saucisson à la maison. Je suis le premier heureux. Mais il faut être clair avec ses exigences. Et pas déplorer, comme sur certaines courses ça a pu se voir,
déplorer manque de niveau, que ce soit ou chez les hommes, chez les hommes ou chez les femmes, un manque de niveau sur l'épreuve, si on ne se donne pas les moyens de faire venir ces athlètes. Et donc c'est en fait c'est un petit peu c'est le serpent qui se mord la queue, c'est un petit peu il y a un peu d'ironie là-dedans. Ce que je veux dire voilà, c'est que le niveau d'exigence pour les athlètes par rapport à ce qu'on leur propose en échange est souvent beaucoup trop déséquilibré. Alors, par contre, voilà, que l'esprit de partage, que l'esprit de, voilà, de fraternité qui existe dans ce sport nature et ce sport jeune perdure, ça, par contre, je suis le premier à le soutenir et à l'apprécier comme beaucoup d'anciens cyclistes comme moi pourront le dire, ou d'autres, par exemple des triathlètes, ou d'autres, des coureurs qui viennent d'autres milieux ou d'autres sports totalement différents, où l'ambiance est parfois beaucoup moins fraternelle. J'ai envie de dire que justement se retrouver à la fin de la course pour boire un coup, profiter du ravito, discuter des moments difficiles de la course tous ensemble, bien que ça aussi on peut plus le faire désormais, mais j'espère que ça reviendra assez vite, ou que ça reviendra un jour en tout cas. Ce côté fraternel, ce côté même d'entraide sur la course, tout ça, ça n'existe que très peu ou très rarement dans les autres milieux. Pour l'avoir donc expérimenté dans plusieurs autres sports, c'est très rare et c'est très précieux. Donc ça, évidemment, il faut le garder, ce socle convivial du trail running. Mais sans empêcher son développement. Euh, donc, comment dire, c'est pas du tout c'est pas ce que je propose c'est pas du tout une séparation entre élite et amateur comme ça peut être le cas par exemple en vélo où il y a directement des courses de catégorie. Ça donne une clarté au niveau justement du niveau de compétition, c'est vrai. Euh, Quelqu'un qui a gagné une course troisième catégorie peut pas aller frimer devant des premières catégories et dire voilà j'ai gagné telle course, je suis meilleur que vous. C'est pas possible comme sur des courses nature où il n'y a pas d'échelle de niveau. Mais peu importe ça au final, parce que le gradient de niveau, il se fait sur des courses plus importantes que ce sont les championnats de France, des courses majeures. Voilà, ça, c'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est de donner aussi plus de reconnaissance donc, aux athlètes qui se mobilisent toute l'année, de garder cette fraternité entre tout le monde, entre tous les pratiquants, et de structurer tout le monde autour. Donc équipe, organisateur, marque, sponsor, partenaire, qui parfois ne jouent pas le jeu non plus, bien que souvent les athlètes ne jouent pas le jeu avec les marques également. Hein, ça doit être mieux cadré. Et pour arriver donc à un sport bien, on va dire, bien huilé, bien réglé. Alors, maintenant, je vais plutôt passer sur le côté philosophie du trailer. On reviendra un petit peu sur cet esprit trail plus tard parce qu'il y a encore une problématique que j'aimerais aborder qui me dérange et sur ça je sais que ça fera vraiment débat avec certains d'entre vous, alors peut-être que vous commenterez, c'est... on y reviendra après, on y reviendra après. Alors qu'est-ce que c'est la philosophie du coureur, du trailer, du sportif en général? Alors c'est une volonté pure à la base donc de développement de son corps, de repousser ses limites, de se fixer des défis, des objectifs, de vouloir progresser physiquement mais humainement aussi. Si quelqu'un tombe, on va aller l'aider, si quelqu'un se perd, on va lui indiquer. C'est tout un état d'esprit qui va avec cette pratique, et d'autant plus parce que c'est une pratique nature, où il y a des dangers, où il y a un côté découverte, on se place dans une dimension des fois inconnue, si on est sur des parcours qu'on découvre, qu'on- qui sont des fois balisés modérément bien, euh, ou volontairement pas beaucoup, justement, quand c'est des épreuves avec un peu d'orientation.
c'est tout un état d'esprit qui pousse à faire donc du trail. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça développe, alors ça développe des fois des petites, pas des aberrations, mais comment dire, ça pousse certaines personnes à devenir des philosophes des réseaux, comme on peut les appeler. Ça aussi d'ailleurs j'en parle, je refais ma pub, si vous n'avez pas bien vu, voilà. Ah, désolé pour ce petit encart, mais bon, les temps sont durs pour tout le monde, hein, il paraît. Bref, blague à part, les philosophes des réseaux, il y en a beaucoup hein, qui reprennent des citations, qui ne savent pas d'où elles sortent, ou qui s'en inventent avec des blagues de niveau carambar. Pourquoi pas? Pourquoi pas après tout? Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout découle en fait, tout découle, chaque chose se suit. Parce que ce milieu naturel, inspirant, où on court, où on pratique, euh, enfin, incite les différents coureurs, les différents pratiquants à cette réflexion sur eux-mêmes, sur leur mode de vie, sur le monde qui les entoure, et donc entraîne cette pseudo-philosophie, je ne vais pas dire à deux balles, parce que des fois elle est plus poussée que ça, et ça développe aussi des courants, alors écolo, ça développe des courants. euh, Ça pousse sur l'esprit trail et sur tout ce qui se rapporte, on va dire, à cette philosophie du trailer originel, euh, qui veut se rapprocher de la nature, de ses éléments et de l'environnement où il évolue. Alors, est-ce que c'est mal ou pas? Non, 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 de vouloir protéger l'environnement où on court, de ne pas vouloir jeter des gels par terre, de vouloir covoiturer pour moins polluer, aller sur une course, bah, je ne vois pas le problème là-dedans. Je ne vois pas le problème, bien au contraire. C'est le bon sens même, c'est fantastique. Et après, comme dans tout, ça va des fois un peu loin. C'est-à-dire que ne plus vouloir prendre l'avion, ne plus vouloir des fois faire des longs trajets pour aller sur des compétitions, là j'ai un petit problème. J'ai un petit problème dans le sens où c'est contradictoire avec le développement de la discipline, encore une fois, et même du sport tout simplement. Si on veut qu'un sport soit médiatisé, professionnalisé, alors certains ne le veulent pas, donc je comprends bien que dans ce cas, ils préfèrent qu'on reste sur des courses de village, chacun court chez soi et basta, on ne pollue pas et on ne se développe pas. Pourquoi pas? Ça se défend, hein, mais à partir du moment où on veut que ce soit un sport structuré, qui soit à haut niveau pour certains, et pour d'autres qui soit bien organisé, bien cadré, on ne peut pas rester chacun chez soi. Parce que je vais vous donner l'exemple d'autres sports. Euh, Si on supprime la Coupe du Monde de foot à chaque endroit parce que bah, ça pollue que les joueurs prennent l'avion pour aller à l'endroit de la Coupe du Monde, embêtant. Pour le Tour de France, s'il n'y a que les Français et que les autres viennent pas parce que bah, ça pollue de venir, bah, il n'y a plus de Tour de France. Alors, certains vivront très bien sans, hein, il n'y a pas de souci. Mais si on supprime le sport de haut niveau, et surtout, j'ai envie de dire, regardez avec les temps qu'on vit actuellement. On n'a plus de restaurants, on ne peut plus voyager, nous d'ailleurs. Là, pour le coup, ça règle les problèmes hein, de la discussion. On ne peut plus aller au cinéma, on ne peut plus se voir, on ne peut plus se faire grand-chose. On peut plus faire grand-chose. Alors si on supprime cette petite partie de rêve, on peut dire, en voyant donc des athlètes de haut niveau s'affronter, ce sont des gladiateurs, les gladiateurs des temps modernes. Que ce soit sur les compétitions hommes ou femmes, bien sûr, là quand je dis gladiateur, c'est au sens général. Et ben, il nous reste quoi dans des temps moroses comme ça? Pas grand-chose. Donc, évidemment qu'il ne faut pas aller dans l'excès. Hein,
l'athlète qui va me dire je veux faire 2 courses par mois à l'autre bout du monde, une fois en Australie, une fois au Canada, enfin qui va dire, outre le côté financier, ça c'est même pas la question, c'est que là, oui, évidemment que niveau pollution, niveau intérêt de faire ça, ce sera ridicule. Mais bon, alors là, on est vraiment sur une partie infime, infime de la population. Par contre, si on interdit, ou du moins qu'on crache, entre guillemets, sur un athlète qui voudrait aller faire 2 courses à l'étranger dans l'année, parce que c'est les 2 courses les plus importantes, bah, là, moi, ça me pose problème. Parce que dans ce cas, ça veut dire qu'il n'y aura plus de confrontation entre les meilleurs et que les grandes compétitions perdront toute leur saveur, tout leur intérêt. Voilà, alors je referme cette parenthèse pour revenir sur la partie qui me dérange le plus dans l'esprit trail. Alors, vous l'avez sûrement vu hein, sur de nombreuses compétitions, sur des ultra trail notamment, des coureurs arrivés main dans la main. Alors, là, encore une fois, s'oppose la version compétition et probablement orientée par le passif dans d'autres sports, et cet esprit trail. Disons que à partir du moment où on accroche un dossard, qu'on paye pour la plupart des coureurs et que pas forcément pour les élites, mais qu'on vient sur une ligne de départ dans le but de franchir la ligne en premier, je ne comprends pas vraiment le concept d'arriver main dans la main avec quelqu'un qui n'est même pas de la même équipe au lieu de jouer la victoire. Je ne comprends pas. Alors, on m'expliquera que quand on a partagé pas mal de kilomètres ensemble, on a vécu une expérience, que c'était un partage, etc. Tout à fait, et qu'on devienne parfaitement amis, que vous alliez boire 2 ou 3 coups après ensemble, manger un bout, ce que vous voulez, faire des bouffes chez vous, chez la grand-mère, chez le cousin, pourquoi pas. Mais au moment de franchir la ligne d'arrivée, vous avez beau être copains, vous avez beau avoir sympathisé toute la nuit ou pendant 100 bornes, vous n'avez pas le même dossard, pas le même maillot, et c'est ça que je comprends pas. Parfois d'ailleurs même, il y a des primes à l'arrivée, ce qui est trop rare hélas encore, je le répète, mais nouveau casse-tête pour les organisateurs, on fait quoi? On donne quoi à qui est le vainqueur? Vainqueur ex aequo, on donne la même chose, on divise. Donc, ça veut dire qu'on ne respecte pas franchement les organisateurs, parce qu'on leur donne du boulot en plus et on les met dans une situation délicate. On ne respecte pas franchement les autres adversaires qui, eux, s'arrachent pour aller jouer peut-être la 3e, la 4e place, et vont tout donner, et là on arrive pimpant, tranquille entre guillemets bien sûr, si on a fait 15 heures ou 20 heures d'effort, je ne veux froisser personne dans ces termes-là, mais malgré tout, on arrive sans avoir tout donné jusqu'au sprint final. Pour autant, il y avait un plus fort, ou une plus forte, entre les deux, mais les deux arriveront ensemble. Je considère que c'est dommage et ce n'est pas dans l'esprit du sport de compétition. C'est peut-être dans l'esprit trail, mais c'est pas dans le sport de compétition. Surtout qu'il y a parfois des abus dans cette démarche-là. Alors, si on n'a pas réussi à se départager du 10e kilomètre jusqu'au 170e, donc sur un ultra trail, je veux bien que ça paraisse compliqué après 23, 24 heures, 25 heures d'effort ensemble de se faire le sprint. Je veux bien. Mais c'est pas toujours le cas. Quand au contraire il y a eu de la bataille pendant 80, 100 bornes et qu'on se retrouve pour les 50 derniers et que là on n'arrive pas à se départager forcément, la notion de on a fait toute la course ensemble, machin, on n'a pas réussi à se départager, elle est fausse. Il y en a un qui a été plus fort au début et qui a craqué sur la fin, et il y en a un qui finit mieux. Donc à partir de là, de se départager, c'est tout à fait possible. Et c'est dommage de ne pas aller jusqu'au bout de la chose. Ce n'est que mon idée. Je vous invite à en débattre,
à mettre vos avis en commentaire, hein, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, ou même à m'envoyer des messages privés. Et tout ça, on pourra en discuter, on peut en discuter, voilà, pour ceux que ça intéresse, parce que tout ce côté psychologique de la pratique, alors il y a des convictions certes, mais il y a aussi une influence des réseaux, des athlètes de haut niveau qu'on voit qui qui véhiculent ces messages, et tous les groupes qui se créent sur les réseaux, les amis qui donnent des opinions, etc. Comme dans tout, comme dans, je sais pas moi, comme dans la politique, dans les relations, il y a des influences. Et c'est bien de pouvoir se faire notre propre opinion là-dessus. Donc c'est pour ça que je vous donne la mienne. Et j'espère que ça vous aidera à vous faire la vôtre pour être le plus efficace possible quand les courses reprendront un jour, mais déjà être les plus épanouis possible, c'est peut-être prétentieux de dire ça, dans votre pratique, déjà autour de chez vous, puisque vous avez 10 bornes autour de chez vous actuellement, donc certains habitent pas loin des montagnes, peut-être qu'ils peuvent, ou des collines, ils peuvent faire des belles boucles quand même. Pour les autres, eh ben, quand on pourra faire plus que 10 km, j'espère que vous penserez un petit peu à tout ça. Et probablement qu'on développera un petit peu plus la philosophie vraiment du trailer, son attrait pour la montagne, son attrait pour le dépassement, pour le danger de repousser ses limites toujours, et surtout la mode de la surenchère des distances. On en reparlera probablement dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous invite encore une fois, si vous n'aviez pas compris, à aller jeter un coup d'œil sur Amazon. Je vais vous mettre le lien. Allez découvrir mon livre ou les précédents si ça vous intéresse. Et si vous voulez en discuter avec moi sur ma page Facebook, sur mon site TPE Training, ou on peut s'appeler, ou on peut en discuter par Facebook directement. Voilà, j'espère, n'oubliez pas de me donner des thèmes pour les prochaines vidéos si vous avez des idées. Bonne soirée et à bientôt.